Le verre de vin rouge vola à travers la pièce comme une comète de colère, éclaboussant le mur blanc immaculé d'un restaurant de Barcelone. Mais ce fut la sauce tomate, épaisse et vengeresse, qui atterrit en plein sur l'épaule d'Elina, ruisselant comme du sang sur sa chemise blanche immaculée. Aurélie se figea, le cœur cognant comme un tambour de flamenco. Tandis que sa mère, les yeux flamboyants de haine contenue, balbutiait, jamais. Jamais je n'accepterai ça dans ma famille. Et Elina, immobile sous l'assaut, leva lentement la tête, ses yeux sombres comme la nuit méditerranéenne fixant la femme qui venait de la marquer, et murmura d'une voix si calme qu'elle coupa le souffle à toute la tablée. « Madame, votre sauce n'est pas plus amère que vos mots. » Le soleil de Barcelone se couchait en traînées orangées sur les toits de tuiles rouges du quartier gothique, quand Aurélie avait pris la main d'Elina pour la première fois. C'était il y a 6 mois. Lors d'une feria improvisée dans les ruelles étroites de la Rambla, où les guitares gitanes pleuraient des romances oubliées et où l'air vibrait d'un mélange enivrant de jasmin et de sueur. Aurélie, fille d'une famille française exilée en Espagne depuis des décennies pour des raisons d'affaires familiales, son père avait investi dans les vignobles catalans après la crise de 2008. Était venue là pour échapper à l'étouffement de sa vie bien rangée. À 32 ans, elle gérait une petite galerie d'art contemporain dans le Born, un quartier où les murs tagués côtoyaient les façades baroques, et où elle exposait des toiles abstraites inspirées des tourbillons émotionnels de Frida Kahlo et des courbes sensuelles de Matisse. Mais ce soir-là, ce n'était pas l'art qui l'avait capturée, c'était Elina. Elina avait 30 ans, originaire de Dakar, arrivée en Espagne 5 ans plus tôt avec un visa d'études pour un master en littérature comparée à l'université de Barcelone. Ses parents, enseignants au Sénégal, lui avaient inculqué l'amour des mots comme on transmet un flambeau, Rabelais, Senghor, et surtout les poètes français qui chantaient la révolte et l'amour interdit. Elle travaillait comme traductrice freelance, passant ses nuits à tisser des ponts linguistiques entre le français colonial et l'espagnol vibrant de la Catalogne. Elina avait cette grâce féline, un corps athlétique forgé par des années de danse traditionnelle wolof, et des yeux qui semblaient porter les secrets de l'océan Atlantique. Quand leurs regards s'étaient croisés au milieu de la foule, alors qu'Elina dansait seule sous les lanternes, ses tresses courtes balayant ses épaules nues, Aurélie avait senti un frisson la traverser. Comme si le Mistral provençal de son enfance soufflait soudain sur ses rivages ibériques. « Tu danses comme si le monde était à toi », avait dit Aurélie en s'approchant, sa voix tremblante d'un accent français teinté de catalan. Elina s'était arrêtée, un sourire espiègle aux lèvres, et avait répondu en français pur, « Et toi ? Tu regardes comme si tu voulais le voler. » C'était le début d'une valse qui les avait emportés loin des regards curieux. Elles avaient marché jusqu'au port, main dans la main, parlant de tout et de rien, des olives amères de la Catalogne contre les mangues sucrées du Sénégal, des amours passés qui laissaient des cicatrices invisibles, et de cette liberté qu'elles cherchaient toutes deux dans cette ville cosmopolite, où les drapeaux Estelada flottaient aux côtés des bannières arc-en-ciel. Leur relation s'était épanouie comme un rosier sauvage dans les jardins du parc de la Ciutadella. Aurélie, habituée à la rigidité de sa famille, sa mère, Isabelle, une veuve acariâtre de 65 ans qui dirigeait encore les affaires familiales d'une main de fer, tout en ressassant les valeurs traditionnelles françaises, avait trouvé en Elina un souffle d'air pur. Elina, qui avait fui les attentes patriarcales de sa propre culture pour embrasser pleinement son identité lesbienne, offrait à Aurélie une tendresse sans chaîne. Elle passait des après-midi à pique-niquer sur la plage de la Barceloneta, où le sable chaud caressait leur peau contrastée, et des nuits à faire l'amour dans l'appartement exigu d'Elina, au-dessus d'une boulangerie qui embaumait le pain frais à l'aube. « Tu es ma révolution ?» murmurait Aurélie contre la courbe de son cou, tandis qu'Elina, riant doucement,
Répondait, et toi? Ma poésie. Mais l'ombre planait déjà. Isabelle, qui avait élevé Aurélie seule après la mort prématurée de son mari dans un accident de voiture sur l'autoroute A9, voyait en sa fille l'héritière d'un lignage pur, teinté de ce racisme latent que l'on trouve dans les salons parisiens des années 80, importé en Espagne comme un meuble ancien. Les Noirs, ce sont des opportunistes, lâchait-elle parfois lors des dîners dominicaux, citant des articles du Figaro comme des évangiles. Aurélie avait toujours balayé ses remarques d'un haussement d'épaules, attribuant cela à l'âge ou à la solitude. Mais quand elle avait annoncé à sa mère qu'elle sortait avec Elina, une femme extraordinaire, « Maman, tu vas l'adorer », le silence qui avait suivi au téléphone avait été plus éloquent qu'un cri. Ce dîner fatidique avait été organisé pour « faire connaissance ». Isabelle avait insisté, un restaurant chic dans le quartier de l'Exemple, avec des nappes en lin et des chandelles vacillantes, pour « civiliser » l'occasion. Aurélie avait supplié Elina d'y aller, « montre-lui qui tu es. Mon amour. » Elle finira par craquer. Elina, pragmatique mais amoureuse, avait accepté, enfilant sa plus belle chemise blanche et un pantalon slim noir, ses boucles d'oreilles en or évoquant les marchés de Thiès. La soirée avait commencé sous de faux auspices. Isabelle, arrivée en tailleur Chanel fané, avait serré la main d'Elina avec une froideur polie, commentant son accent, le français d'Afrique. Si exotique. Elina avait souri. Déviant vers la littérature, j'adore Proust. Madame. La Madeleine de Combray me rappelle les beignets de ma grand-mère. La conversation avait glissé sur les vins catalans, les expositions d'Aurélie, et même un bref éloge des plages sénégalaises. Aurélie, rayonnante, avait levé son verre, à nous quatre, à cette famille élargie. Puis, le plat principal était arrivé, une paella royale, fumante et odorante, avec ses crevettes roses et son chorizo épicé. Isabelle, qui avait commandé un plat de pimiento del piquillo farci, avait piqué sa fourchette dans la sauce tomate avec une vigueur suspecte. Le sujet avait dérapé quand Elina, innocemment, avait mentionné son engagement pour les droits LGBTQ+ en Catalogne. Les manifestations de l'an dernier étaient magnifiques. N'est-ce pas? Tant de couleurs. Tant d'amour. Isabelle s'était raidie, son visage se crispant comme un masque de tragédie grecque. De l'amour? C'est une abomination? Ma fille. Et avec elle, avait-elle craché, désignant Elina d'un geste dédaigneux. Aurélie avait tenté de calmer le jeu, « Maman. S'il te plaît. » Mais Isabelle, les joues en feu, avait saisi son assiette, la sauce encore chaude, et l'avait projetée de toutes ses forces. Le geste avait été si soudain, si primal, que le temps s'était suspendu. La sauce avait giclé sur Elina, tachant sa chemise d'une fleur écarlate, goûtant sur le sol en marbre comme des larmes de rage. Les autres clients s'étaient tus, les serveurs figés, et même le pianiste au fond de la salle avait manqué une note. Elina n'avait pas crié. Elle s'était levée lentement, essuyant une goutte de sauce de sa joue du revers de la main, et avait fixé Isabelle droit dans les yeux. Madame, avait-elle dit d'une voix claire, résonnant comme un vers de Baudelaire? Votre sauce n'est pas plus amère que vos mots. Mais sachez que l'amour que je porte à votre fille n'est pas une tâche qu'on efface avec un chiffon. C'est une œuvre d'art, forgée dans le feu de nos âmes. Et si vous ne pouvez la voir, c'est votre cécité, pas notre faute. Le silence qui suivit fut assourdissant.
Isabelle, pâle comme un linceul, recula sur sa chaise, la bouche ouverte sur des mots qui ne venaient pas. Aurélie, les larmes aux yeux, prit la main d'Elina, sentant pour la première fois la force inébranlable de celle qu'elle aimait. Les murmures des clients reprirent, mais la tablée resta figée dans ce moment suspendu, où la haine avait rencontré la dignité, et où l'amour, tel un phare dans la tempête, illuminait les ruines. Ce soir-là, en rentrant à pied le long des avenues illuminées, Aurélie serra Elina contre elle, sentant le tissu taché contre sa peau. « Je suis désolée, mon amour. Tellement désolée. » Elina s'arrêta sous un réverbère, son visage éclairé d'une douceur infinie. « Ne le sois pas. C'est sa guerre, pas la nôtre. Et nous avons déjà gagné. » Elles s'embrassèrent alors, sous les étoiles catalanes, ignorant les regards, affirmant leur vérité dans l'ombre des palmiers. Mais la nuit n'était pas finie. Au loin, le téléphone d'Aurélie vibra, un message de sa tante, sœur d'Isabelle, qui avait été témoin discret du drame. « Ta mère est effondrée. Reviens. Il y a quelque chose que tu ignores sur ton père. » Le cœur d'Aurélie se serra. Les secrets de famille, ces fantômes français enfouis sous le soleil espagnol, venaient de se réveiller. Les jours suivants furent un tourbillon de silence et de murmures. Aurélie et Elina se replièrent dans l'appartement d'Elina, un cocon niché dans une ruelle du Raval, où les graffitis colorés aux murs racontaient des histoires de résistance et d'exil. Là, loin des jugements, elles se reconstruisirent. Elina lava sa chemise tachée à la main, sous l'eau froide du lavabo, observant les volutes rouges s'évacuer comme des souvenirs impurs. « C'est rien. Une marque de plus sur ma peau, » dit-elle en riant doucement. Mais Aurélie vit la fêlure dans ses yeux. Cette fatigue ancienne face aux préjugés qui suivaient Elina comme une ombre depuis son arrivée en Europe. Aurélie, rongée par la culpabilité, passa des heures à la galerie, réarrangeant des toiles pour ne pas penser. Ses expositions parlaient d'amour brisé et de guérison fragile, une série inspirée par les lettres de Virginia Woolf à Vita Sackville-West, que Elina lui avait fait découvrir. Mais ce soir-là, le message de sa tante Marthe la hantait. Marthe, une quinquagénaire excentrique qui vivait à Toulouse mais visitait souvent Barcelone pour des conférences sur l'histoire coloniale française, avait toujours été la rebelle de la famille. Viens dîner demain. Seule. Isabelle est partie se reposer à la Masia. Mais on doit parler. C'est à propos de 1995. L'année de la mort du père d'Aurélie. Henri. Dans cet accident sur la 9. Officiellement. Une collision avec un camion. Due à la fatigue après un voyage d'affaires. Mais Aurélie, enfant de 7 ans à l'époque, se souvenait vaguement d'un enterrement précipité, de sa mère veuve qui avait vendu les biens parisiens pour s'installer en Espagne, fuyant les ragots. « Qu'est-ce que ça a à voir avec Elina ?» tapa Aurélie dans un message fiévreux. La réponse fut laconique, tout. Et rien. Viens. Le dîner eut lieu dans un petit bistrot du Poble Sec, un quartier ouvrier où les effluves de tapas frits se mêlaient aux rires des locaux. Marthe arriva en retard, son chignon gris en bataille et un foulard provençal noué négligemment. « Ma chérie, » dit-elle en embrassant Aurélie sur les 2 joues, « tu as l'air d'un spectre. Cette histoire avec ta mère. C'est le sommet de l'iceberg. » Elles commandèrent des croquetas et un pichet de sangria. Et Marthe plongea dans le passé comme on ouvre un grenier poussiéreux. Henri n'était pas mort dans un accident banal.
Il avait eu une liaison. Avec une femme. Une femme noire. Immigrée du Mali. Rencontrée lors d'un projet humanitaire en Afrique de l'Ouest financé par l'entreprise familiale. Elle s'appelait Aïcha. Une infirmière de 30 ans. Aux yeux rieurs et à la voix qui chantait des berceuses en bambara. Leur amour avait été bref mais intense. Un été 1994 à Bamako. Où Henri, en voyage d'affaires, avait découvert non seulement les réalités du néocolonialisme français, mais aussi son propre cœur. À son retour, il avait voulu divorcer d'Isabelle, confesser tout à sa famille. Mais Isabelle l'avait appris par une lettre anonyme, une jalousie viscérale, un racisme qui bouillonnait sous la surface de leur mariage bourgeois. Elle l'a confronté ce soir-là. Sur la 9, raconta Marthe, les yeux embués. Pas physiquement. Non. Mais avec des mots. Des mots empoisonnés. Tu préfères une négresse à ta famille? Tu nous déshonores. Henri, effondré, a perdu le contrôle de la voiture. L'autopsie a parlé de fatigue. Mais nous savons. C'est la rage d'Isabelle qui l'a tué. Aurélie sentit le monde basculer. Son père, cet homme distant aux photos jaunies, avait aimé comme elle aimait Elina, librement, contre vent et marée. Et sa mère, cette gardienne farouche des apparences, avait porté ce secret comme une croix, le transformant en haine généralisée. Pourquoi me le dire maintenant, murmura Aurélie. La gorge serrée. Marthe posa sa main sur la sienne, parce que l'histoire se répète. Elina. C'est Aïcha revenue te hanter. Isabelle voit en elle le fantôme qui a pris ton père. Mais toi, ma fille, tu es plus forte. Ne laisse pas la peur de ta mère éteindre ton feu. Aurélie rentra chez Elina à minuit. Le cœur lourd d'un héritage empoisonné. Elina l'attendait. Un verre de thé à la menthe à la main, un rituel sénégalais qu'elle avait apporté dans leur nid. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma chérie? Aurélie s'effondra dans ses bras, racontant tout dans un flot de larmes. Elina écouta, caressant ses cheveux. Puis dit doucement, ton père a aimé en secret. Nous aimons à la lumière. C'est notre victoire. Mais le lendemain, le conflit s'intensifia. Isabelle, revenue de la Masia, cette ferme catalane où la famille passait les étés, avec ses vignes lourdes de raisins et ses secrets enterrés, envoya un ultimatum par courrier recommandé, choisis. Elle ou nous. Je coupe tout, l'héritage, la galerie. Ton nom. Aurélie, déchirée, erra dans les rues de Barcelone, passant devant la Sagrada Familia inachevée, symbole de rêves brisés et recomposés. Elle appela sa meilleure amie, Sofia, une designer catalane qu'elle connaissait depuis l'université, pour un café urgent. Sofia, avec ses cheveux courts teints en bleu et son piercing au nez, écouta patiemment dans un bar du Gracia. Ta mère est toxique. Aurélie. Mais l'héritage? C'est du chantage. Et Elina? Elle est à vie. Sofia, elle-même en couple avec une femme trans, parla de sa propre famille, qui avait fini par plier après des années de bataille. L'amour gagne toujours, si tu le défends. Mais en rentrant, Aurélie trouva Elina au téléphone, le visage fermé. C'était un collègue de la fac. Il dit que ta mère a appelé le doyen, insinuant que je suis instable à cause de notre relation. Une rumeur qui pourrait ruiner mon master. La trahison frappa Aurélie comme un coup de poignard.
Sa mère n'attaquait pas seulement elle, elle s'en prenait à Elina. À son avenir. Avec une cruauté calculée. La nuit. Elles se blottirent l'une contre l'autre. Mais le sommeil fuyait. Fuir, proposa Elina au petit matin. En embrassant le front d'Aurélie. Aller à Paris. Ou à Dakar. Reconstruire ailleurs. Aurélie secoua la tête, non. C'est ici. Avec toi. Que je combats. Le week-end venu. Elles décidèrent d'affronter l'orage. Une confrontation à la Masia. Neutre terrain. Avec Marthe comme médiatrice. La route sinueuse vers les collines du Penedès était bordée de cyprès sombres. Comme des sentinelles gardiennes de mystère. Aurélie conduisait. La main d'Elina sur sa cuisse. Un ancrage contre la tempête à venir. À l'arrivée. La Masia se dressait fière. Ses murs ocre léchés par le vent. Les vignes automnales rougissant comme des joues fiévreuses. Isabelle les attendait sur la terrasse. Un verre de cava à la main. Le regard acéré. Marthe. En retrait. Observait. Vous osez venir ici? Après ce que tu as fait à table? Attaqua Isabelle. Pointant Elina. Une moins que rien qui séduit ma fille. Elina. Droite comme une reine. Répondit, Madame. Je ne séduis pas. J'aime. Et votre sauce n'a pas effacé ça. Isabelle ricana. Mais ses mains tremblaient. Puis Marthe intervint. Révélant le secret d'Henri d'une voix ferme. Implacable. Le choc fut visible, Isabelle blêmit. S'effondrant sur une chaise en osier. C'était un mensonge. Henri m'aimait, hurla-t-elle. Mais ses yeux trahissaient la vérité. Aurélie. Voix brisée, maman. Ton silence a tué papa. Ne tue pas mon amour maintenant. Les mots d'Elina. Posés comme une caresse, nous ne sommes pas vos ennemis. Laissez-nous être votre guérison. Pour la première fois. Isabelle pleura. Pas de rage. Mais de douleur enfouie. La soirée s'étira en confession tardive. Sous les étoiles du Penedès. Où le vin coula comme des aveux. Mais au cœur de la nuit. Un appel anonyme brisa la trêve, Sophia. La meilleure amie. Avoua avoir parlé à Isabelle des doutes d'Aurélie. Par peur de la perdre elle-même. La trahison d'une amie. Plus acérée que celle d'une mère. La trahison de Sophia coupa comme une lame effilée. Plus douloureuse que les éclaboussures de sauce ou les ultimatums d'Isabelle. Aurélie. Encore imprégnée de l'air frais de la Masia. Rentra à Barcelone avec Elina dans un silence pesant. La radio diffusant un fado portugais mélancolique qui semblait pleurer pour elle. Pourquoi, murmura-t-elle enfin. Alors qu'elle traversait le pont de la Rira de Magrané. Les lumières de la ville scintillant comme des promesses brisées. Elina. Pragmatique. Serra sa main, la jalousie. Ma chérie. Sophia t'aime à sa façon. Mais ce n'est pas la nôtre. Le lendemain. Aurélie confronta Sophia dans la galerie. Au milieu des toiles inachevées qui attendaient d'être accrochées pour la prochaine expo, une série sur les amours interdites. Ironie du sort. Sophia arriva en jean délavé et sweat oversize. Les yeux rougis. J'ai paniqué. Avoua-t-elle. La voix chevrotante. Ta mère m'a appelé après le dîner? En larmes. Elle disait que tu allais tout quitter pour cette étrangère. J'ai voulu la rassurer. Lui dire que tu doutais parfois. Mais j'ai trahi. Pardonne-moi. Aurélie. Le cœur en miettes? Secoua la tête, le doute? Oui.
J'en ai. Mais pas pour Elina. Pour vous tous. Qui me traînez dans vos chaînes. Sors d'ici. Sophia. Et ne reviens pas. La porte claqua, laissant Aurélie seule avec ses fantômes. Elle passa l'après-midi à peindre frénétiquement. Une toile rougeoyante où deux silhouettes enlacées défiaient une tempête de mots haineux. Elina la trouva ainsi, couverte de peinture, et l'attira dans un baiser salé de larmes. On repart à zéro, proposa Elina. Une expo commune, tes toiles, mes poèmes. Quelque chose qui crie notre vérité. Aurélie acquiesça. Et ensemble, elles planifièrent une soirée, amour en exil. Dans la galerie. Invitant artistes queer de Barcelone et au-delà. Les préparatifs furent un baume. Elina traduisit des textes de Audre Lorde en français et catalan, tandis qu'Aurélie contactait des performeuses comme Leia. Une drag queen catalane aux lèvres carmin et aux discours incendiaires. Les invitations partirent, anonymes pour Isabelle et Marthe, curieuses pour Sophia. La ville. Bruissante de rumeurs après l'incident du restaurant, un client avait posté une vidéo floue sur Instagram. Vite effacée mais pas oubliée. Semblait retenir son souffle. La nuit de l'expo arriva sous un ciel d'orage. Les éclairs illuminant la façade de la galerie comme des flashs de jugement divin. La foule afflua, des hipsters du Born, des activistes du Raval, des expatriés français cherchant refuge dans l'art. Elina. En robe noire fluide soulignant ses courbes gracieuses, lut ses poèmes d'une voix qui enveloppait l'assemblée, dans le sauce de la haine. Nos peaux se mêlent blanc ivoire et ébène. Un tableau vivant où l'amour n'est pas tâche, mais renaissance. Les applaudissements fusèrent. Mais Aurélie. Sur scène pour dévoiler sa toile centrale, un diptyque où Elina et elle fusionnaient en une déesse androgyne. Sentit un malaise. Isabelle était là. Au fond de la salle. Flanquée de Marthe. Son tailleur impeccable contrastant avec l'ambiance bohème. Elle n'applaudit pas. Mais ne partit pas non plus. Sophia. Isolée près du bar. Évitait les regards. Puis Leia monta sur scène. Micro en main, ce soir. Nous honorons les amours qui défient les mères racistes et les amies traîtresses. Un murmure parcourut la foule, quelqu'un avait vendu la mèche. Aurélie pâlit. Mais Elina. À ses côtés. Murmura, laisse-les parler. Notre art parlera plus fort. Le climax survint quand une performeuse sénégalaise, invitée par Elina, entama une danse rituelle, ses voiles virevoltant comme des vagues atlantiques. Au milieu, elle invita Elina à rejoindre, et ensemble, elles tracèrent des motifs dans l'air, symboles de fertilité et de résilience. Aurélie, émue, s'avança pour les rejoindre, formant un trio sacré. Mais alors que la musique montait en crescendo, Isabelle se leva, traversant la foule comme une furie. Assez, cria-t-elle. Sa voix perçant le tumulte. C'est une mascarade. Ma fille mérite mieux que cette profanation. Le silence tomba comme un rideau de plomb. Tous les yeux se tournèrent vers elle. Isabelle, tremblante, pointa Elina, tu l'as ensorcelée. Comme Seth. Comme Aïcha. Le nom vola. Et Aurélie, le cœur battant, comprit que Marthe avait tout révélé. La foule murmura, Sophia. Blême. Se cacha le visage. Elina, essoufflée par la danse, s'approcha d'Isabelle. Non avec colère, mais avec une compassion qui désarma. Madame, Aïcha n'était pas une malédiction.
Elle était un amour. Comme le mien pour Aurélie. Votre mari l'a choisie parce qu'il voyait en elle la lumière que vous aviez éteinte. Ne répétez pas l'erreur. Isabelle vacilla. Soutenue par Marthe. Pour la première fois. Ses yeux verts irrités d'Aurélie se posèrent sur sa fille avec non pas de la haine, mais une vulnérabilité nue. J'ai perdu Henri à cause de ma peur, murmura-t-elle, si bas que seule Aurélie l'entendit. Je ne veux pas te perdre toi. Les larmes coulèrent. Et Isabelle, dans un geste improbable, tendit la main à Elina. Pas pour la rejeter, mais pour la toucher un effleurement timide sur l'épaule, là où la sauce avait taché des jours plus tôt. La foule, touchée par ce drame vivant, applaudit doucement, transformant la confrontation en catharsis. Sophia s'approcha. Tête baissée, je suis désolée. Laisse-moi réparer. Aurélie, magnanime dans sa douleur, hocha la tête, pas maintenant. Mais peut-être un jour. La soirée reprit, plus vibrante, avec des toasts à la résilience et des danses collectives sous les éclairs. Mais au milieu de la joie, un appel discret, le doyen de l'université pour Elina. Les rumeurs sont apaisées? Mademoiselle Sow. Votre mère, une certaine Isabelle, a appelé pour se rétracter. Vous êtes en sécurité. Elina, stupéfaite, regarda Isabelle au loin, qui hochait la tête imperceptiblement. La guérison commençait. Pourtant, dans l'ombre, Sophia murmura à une amie, elle va regretter. J'ai encore des cartes à jouer. La trahison n'était pas finie, elle couvait. Prête à ressurgir. Les semaines suivantes furent un délicat équilibre. Comme marcher sur les remparts de la vieille ville sous un vent capricieux. Isabelle, après la nuit de l'expo, avait entamé une thérapie discrète avec un psychologue catalan recommandé par Marthe, un homme bourru qui disséquait les traumas coloniaux comme on épluche un oignon. Elle envoya des fleurs à Elina, des lys blancs, symbole de pureté, avec une carte laconique, pour laver les taches. Pardonnez-moi. Elina, généreuse dame, répondit par un poème manuscrit. Inspiré de ses airs, la haine est un fruit amer, l'amour, un arbre qui pousse sur ses racines. Aurélie et Elina, renforcées par l'ouragan, approfondirent leur lien. Elles voyageaient le week-end vers les criques cachées de la Costa Brava, où les eaux turquoises lavaient les dernières ombres. Là, nues sur les rochers chauffés par le soleil, elles parlaient d'avenir, un enfant peut-être, adopté d'un orphelinat sénégalais, une maison commune dans le quartier de Gracia, avec un atelier pour peindre et écrire. Tu seras ma muse éternelle, promettait Aurélie, traçant des motifs sur le sable avec un bâton. Elina riait, et toi, ma guerrière. Sophia, cependant, ne s'effaça pas si facilement. L'amie d'autrefois, rongée par un amour non réciproque, un crush secret sur Aurélie depuis l'université, bourdit un plan mesquin. Elle contacta un journaliste local, un tabloïd en ligne friand de scandales queer, et lâcha des détails, l'incident de la sauce, le secret d'Henri, la famille française déchirée par une romance interraciale. L'article parut un matin pluvieux, titré « Amour lesbien et racisme, le drame d'une héritière catalane ». Les photos volées de l'expo. Elina en pleurs supposées. Aurélie en rage, tout y était. Déformé pour vendre. Le téléphone d'Aurélie sonna sans relâche, journaliste. Curieux. Même des trolls en ligne hurlant, retourne en Afrique. La galerie reçut des menaces anonymes, Elina. Au travail.
affronta des regards en coin. C'est Sophia, comprit Aurélie en voyant le numéro bloqué. Elle la confronta par message, arrête ça. Tu nous détruis. La réponse fut un appel vocal. Voix brisée, je t'aime. Aurélie. Plus qu'elle. Laisse-moi te sauver. La révélation frappa, Sophia n'était pas une amie jalouse, elle était une rivale amoureuse. Cachant son cœur sous des masques de solidarité. Le cœur d'Aurélie saigna. Mais elle choisit la clémence. Avec Elina. Elles portèrent plainte pour diffamation. Non pour punir. Mais pour protéger. Sophia. Acculée. S'excusa publiquement sur Instagram, une vidéo larmoyante où elle avouait son erreur. Son amour non partagé. Et quittait Barcelone pour Lisbonne. Pour guérir. La presse. Affamée. Passa à autre chose, la galerie survécut. Plus forte. Avec une expo, Vérité dévoilée, qui attira des foules records. Isabelle. Apprenant le scandale. Vint à la galerie un après-midi gris. J'ai lu l'article. Dit-elle. Tendant un chèque pour les réparations. C'est ma faute. En partie. J'ai alimenté la bête. Elina. Surprise. L'invita à s'asseoir. Pour la première fois. Elles parlèrent vraiment, d'Aïcha. Que Henri avait aimé pour sa vitalité. Contrastant avec la rigidité d'Isabelle, de la peur de vieillir seule. Qui avait nourri le racisme comme un poison lent. J'ai vu en Elina ce que j'avais perdu, la passion. Confessa Isabelle. Apprenez-moi à aimer comme vous. La réconciliation fut lente. Humaniste. À la française, des dîners chez Isabelle. Où la paella remplaçait les reproches. Et où Elina enseignait à la vieille dame des recettes sénégalaises thiéboudiennes aux effluves de poisson et de riz. Un pont culinaire entre mondes. Marthe. Facilitatrice joyeuse. Racontait des anecdotes d'Henri, il dansait le mambo en cachette. Ton père. Aurélie. Voyant sa mère sourire pour la première fois depuis des lustres. Sentit les cicatrices se refermer. Le climax final survint lors d'une fête surprise pour l'anniversaire d'Elina. Organisée par Aurélie à la plage de Bogatel au crépuscule. Des lanternes flottantes sur l'eau. Un barbecue de sardines grillées. Et des amis queer chantant des chansons de Nina Simone. Isabelle arrive à la dernière. Un cadeau maladroit à la main, un collier en perles d'ambre. Acheté à Dakar lors d'un voyage impulsif, son premier vol vers l'Afrique. Pour comprendre. Pour toi. Elina. Parce que tu es de la famille maintenant. Elina. Émue. L'embrassa sur les joues. Et le cercle se forma, mains liées. Rire mêlé. Sous un ciel étoilé. Mais la vie n'est pas un conte sans ombre. Quelques mois plus tard. Un appel de Dakar, la mère d'Elina. Malade. Elina partit pour 3 mois. Laissant Aurélie avec un vide béant. Les lettres quotidiennes. Les appels vidéo où elle se chuchotait des « je t'aime » en français poétique. Maintinrent le fil. Isabelle. Transformée. Envoya des colis de fromage et de livres, pour que tu te sentes chez toi. Là-bas. Elina revint changée, plus ancrée. Avec des histoires de famille élargies et une bague en or massif. Symbole d'engagement. Sur la Rambla. Là où tout avait commencé. Elles renouvelèrent leurs vœux informels, dans la sauce de la vie. Nous dansons. Isabelle. Témoin discrète. Sourit depuis un café voisin. Son cœur enfin en paix. La fin n'était pas un happy end hollywoodien. Mais une humanité profonde, des pardons imparfaits. Des amours qui cicatrisent les haines.
Et une famille recomposée sous le soleil de Barcelone. Aurélie peignit une dernière toile, 2 femmes enlacées. Sauce et larmes devenues couleurs vives. Un hymne à l'amour qui guérit. Et dans les ruelles de la ville éternelle, leur histoire se fondit dans le tissu multicolore de la Méditerranée casséachtine. Émouvante. Éternelle.